Bien, ici donc Ben Moubamba. Nous sommes le 15 août 2025 et pour les chrétiens catholiques, c'est la fête de l'Assomption, donc bonne fête de l'Assomption, non sans rappeler que la fête de l'Assomption, inspirée du chapitre 12 de l'Apocalypse dans la Bible, est inspirée de l'ancêtre primordial de la Vierge Marie. On ne le dit pas assez, parce qu'on veut cacher les choses, mais moi je vous le dis. Le chapitre 12 de l'Apocalypse fait référence à la naissance de Horus par la divinité Isis, qui est donc l'ancêtre primordial, parce que chacun de nous, nous avons des ancêtres primordiaux, rien à voir avec les ancêtres dont nous parlent les animistes, sans savoir de quoi ils parlent réellement. Mais nous reviendrons sur ça plus tard. Le chapitre 12 fait référence au dragon qui est en train de guetter la femme revêtue de soleil. Elle a la lune sous ses pieds, elle a le soleil qui l'entoure. Elle est Isis, elle va accoucher de Horus et le démon Seth, le rouge, le benga rouge, c'est ainsi qu'on peut le définir. Il veut s'en prendre à cet enfant et il lui est donné les ailes et elle s'envole dans le ciel pour aller cacher cet enfant. C'est exactement ce que racontent les hiéroglyphes et c'est ce que reprend la Bible. C'est un rappel pour les Africains, spécialement et précisément, que la fête de l'Assomption est une reprise. C'est la montée d'Isis vers un lieu qui lui est préparé pour cacher son enfant, que le diable, qu'on appelle Seth, qui a donné Satan ou Shaitan, veut tuer parce que c'est son oncle en même temps. C'est comme si on disait que Saint-Michel, que les Gabonais adorent, Ankembo, Libreville, était l'oncle de Jésus. Ou plutôt, Satan était l'oncle de Jésus. Mais ça, je ne vais pas vous embrouiller en cette fête, ça demande des études très précises. Ce qui m'emmène aujourd'hui, le 15 août 2025, c'est le sujet suivant. Le syndrome Farjon, la cruche Alionga, qui donne la puissance ne suffit pas et qui donne également l'empire est impossible. Je vais vous expliquer pourquoi nous devons nous intéresser au cas Farjon la cruche Alionga, non pas parce que nous ne l'aimons pas ou que nous l'aimons, mais parce qu'il est le syndrome, il est quelque part la manifestation dans notre pays de quelque chose d'important. Il s'agit d'un syndrome que je qualifierais du syndrome des Illuminati qui freine notre pays. Être un Illuminati, c'est être comme un papillon de nuit attiré par la lumière d'un feu et d'une flamme dans laquelle le papillon de nuit va se brûler les ailes et mourir. Le syndrome Farjon, la cruche Alionga dans notre pays, on pourrait l'appeler le symbole du papillon de nuit illuminé par sa propre intelligence et qui se jette dans le brasier, dans le feu, dans une sorte d'autodafé et d'autodestruction. Donc, la cruche Alionga, Farjon, Brice, peu importe comment vous l'appelez, c'est notre frère, un blanc qui a grandi au Gabon, qui s'est défini comme un hybride, comme un métis, mais qui ne l'est pas. Il ne s'agit pas de remuer cette histoire familiale et personnelle, ça ne nous regarde pas. Il est gabonais, il a grandi parmi nous, il se revendique comme tel, le reste appartient à sa conscience. Là n'est pas le problème. Le problème de la cruche Alionga, c'est qu'il résume en lui-même les dérives des intelligences gabonaises. Des personnes intelligentes, mais qui sont aveuglées et illuminées
par leur propre intelligence, à tel point qu'ils multiplient erreur sur erreur. Je vais donc vous parler des 5 erreurs fondamentales, des 5 erreurs fondamentales de l'illuminisme, du papillonisme de nuit, de l'aveuglement des intelligences dans notre pays, qui nous emmène finalement, d'un temps à l'autre au Gabon, à perdre les meilleurs d'entre nous parce qu'ils sont aveuglés par leurs propres intelligences, ils sont aveuglés par les lumières nocturnes, ils sont aveuglés par une sorte de soleil noir nazi, pas le Libanais, Gabonais, mais nazi, qui est le serpent que nos frères et sœurs femmes appellent Angon. Angon. Dans le nord et dans un pays franc, quand on dit Angon, on parle de la lune, et la lune, c'est le grand serpent. C'est le grand serpent qui vous avale les intelligences parce que nous sommes aveuglés par cette lumière douce, nocturne, envoûtante, et nous faisons des choix qui sont mauvais pour nous-mêmes et pour la société. C'est cela le farjonisme, c'est cela le lacruche aliangalisme. C'est notre frère, nous nous réjouissons, en tout cas moi, je pense que le pays aussi se réjouit qu'il soit sorti de prison, même si c'était dans un état lamentable. Nous nous réjouissons qu'il soit sorti de prison, qu'il aille plus ou moins mieux maintenant, mais ces dernières interventions médiatiques sur TV5 et dans les médias internationaux appellent la réaction d'un de ceux qui ont fait l'histoire politique du Gabon ces dernières années, votre humble serviteur Ben Moubamba, qu'on appelle aussi Imhotep. Je ne peux pas garder le silence par rapport à ce qu'a dit Brice Lacruche Alianga Farjon. Pourquoi? Parce que je m'inquiète pour lui. Il est sorti de prison avec un air de rédemption, la Bible à la main et la parole de Dieu à la bouche. Et je constate que il refait les mêmes erreurs qu'avant, c'est-à-dire il se donne corps et âme au mouvement des bâtisseurs démolisseurs, et je crois savoir, selon mes informations, qu'il a injecté pour les prochaines soi-disant élections locales et législatives, il a injecté pas mal, il a recyclé pas mal des ex-agéliens, de son association Les Agéliens, l'association des jeunes émergents volontaires, qu'on appelait aussi l'association des jeunes émergents voleurs, puisque j'avais moi-même un neveu là-dedans, et même des membres de mon parti, l'ACR, qui jouaient au doublé-doublé, au double jeu, qui était un coup dans mon parti ACR, un coup à la GEV, en train de manœuvrer pour leurs propres intérêts. Et je vois qu'ils ont été recyclés au sein des bâtisseurs, démolisseurs, par notre frère Brice Lacruche Alianga, qui, on doit le redire, c'est heureux qu'il ait été libéré. Mais ce qu'on aurait pu attendre de lui, c'est qu'il aille un peu plus loin que la rédemption, qu'il aille dans le sens de la demande de pardon, et dans le pardon lui-même, parce que, comme a dit François d'Assise, je vois qu'il est devenu chrétien, c'est en pardonnant que l'on obtient le pardon. Si on pardonne, c'est qu'on a quelque chose à se faire pardonner. Tout comme moi, je lui ai dit avant son arrestation, je vous le dirai tout à l'heure, que je lui pardonnais tout le mal qu'il m'avait fait, mais parce que moi-même, j'avais besoin d'être pardonné, probablement, certainement même, parce que le juste pêche 7 fois par jour, disent les textes sacrés. Même le juste, même un saint, il pêche au minimum 7 fois par jour, c'est-à-dire plusieurs fois. Je m'inquiète pour Farjon Lacruche Alianga. Pourquoi? Parce que son pronostic vital est toujours engagé et il semble ne pas savoir que Dieu lui a donné le droit de faire appel à sa propre rédemption. Et il faut
qui ne commettent plus les mêmes erreurs, c'est-à-dire aller soutenir des choses qu'il n'a pas à soutenir. On ne sait pas comment il est tenu, mais ce qu'il fait n'est pas bon et ça risque de lui coûter cher. Et il sait que dans notre parcours commun, j'ai toujours eu raison. Donc je le préviens, Brice Lacruche Alianga Farjon. Mettez-vous à distance de ce qui se passe en ce moment parce que, je vous le jure, ce sont des chemins qui ne mènent nulle part. Le chemin que nous avons pris depuis le 12 et le 12 avril 2025, c'est un chemin qui ne mène nulle part. Il suffit de regarder la dette, il suffit de regarder l'état du pays, il suffit de voir le niveau des inaugurations auquel est associé le chef de l'État, pour voir que là, nous nageons vraiment dans un niveau dégradé de l'État gabonais, parce que le président va même jusqu'à inaugurer ce qu'un simple directeur général ou un ministre délégué ou un conseiller pourrait inaugurer. Des magasins, des stations de carburant, ce n'est pas du niveau du chef de l'État. Et c'est un signe de l'effondrement de l'État gabonais que vous voulez nier. Donc, moi, dans un premier temps, je vais d'abord donner un petit témoignage sur ce que je sais de Brice Lacruche Alianga Farjon pour le prévenir. Que s'il veut rester dans la grâce divine, dans le chemin de la rédemption, qui lui a été ouvert par sa survie de la prison, ainsi que celle de son frère. D'autres sont morts, comme le matricule 001, le pauvre. Lui, il est mort. D'autres sont morts, mais lui, il a survécu. Il ne faut pas qu'il déçoive la providence divine qui lui a apporté un minimum de salut et qu'il ouvre enfin ses oreilles et ses yeux. Déjà, la première des choses qu'il devrait faire, c'est de demander pardon non seulement à Dieu pour ses fautes, mais également au peuple gabonais. C'est le début de la vraie rédemption. Mais dans la mesure où il fait fi d'ignorer tout ce qu'on reproche à son excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, dans la mesure où il manœuvre à nouveau en faveur de ces gens, de ces Agéviens, de ces gens qui ont beaucoup de choses à se reprocher, je ne vais pas citer des noms ici, mais ils sont nombreux. Il suffit de regarder les listes des candidats lors de ces élections qui opposeront le PDG UDB, le PDG des démolisseurs bâtisseurs, au PDG Canal historique de Blaise Douambé. C'est tout. Tout le reste ne sera que de la comédie. Même les gens qui ont été des parlementaires sous la transition, ils n'auront pas voix au chapitre dans cette affaire. C'est pourquoi je me propose donc de donner un témoignage sur Brice Lacruche Alianga Farjon, puisque c'est son nom français, que je n'enlève pas. Un de ses parents m'a reproché de l'appeler Farjon. Enfin, son père biologique s'appelait bien Farjon. Ce n'est pas une insulte. C'est pour resituer la vérité historique. Il est le fils de notre parent du Haut-Ogooué, Lacruche Alianga, mais il est aussi le fils de M. Farjon, qui est décédé pendant qu'il était en prison. Et c'est dommage. Ce que je voudrais dire, donc, je vais témoigner donner quelques éléments, je ne serai pas long comme les autres fois, quelques éléments sur Brice Lacruche Alianga et ensuite quelques réactions par rapport à l'actualité gabonaise. Sur Brice Lacruche Alianga Farjon, je tiens d'abord à témoigner de ceci. La première fois que j'ai croisé M. Lacruche Alianga Farjon Brice, c'était dans le bureau de Martin Bougikouma, le directeur de cabinet de l'époque du président
Ali Bongo Ondimba, que vous l'aimiez ou que vous ne l'aimiez pas, il était le président en poste, le chef de l'État. Donc, j'arrive à la présidence, je ne sais plus pourquoi j'avais été convoqué encore. Alors, je suis assis avec Brice Lacruche-Alianga, et Brice Lacruche-Alianga est très énervé, très en fureur. Je ne sais pas pourquoi, mais je vois vraiment qu'il est là pour une raison. Il vient rencontrer Martin Bougikouma. Ce que je ne sais pas encore, c'est qu'il y a des grandes manœuvres de la première dame, Sylvia Bongo-Valentin, et de son fils putatif Noureddine Bongo-Valentin pour remplacer Martin Bougikouma par Brice Lacruche-Alianga. J'ai la confirmation de cela parce que mon chef de cabinet de l'époque, en tant que vice-premier ministre, un certain Maïssa, je ne donnerai pas son prénom, ami de Brice Lacruche-Alianga, me racontera plus tard qu'il avait croisé Brice Lacruche-Alianga et que celui-ci était très furieux de savoir que Ben Moubamba était au gouvernement. Il ne sait pas comment cette alliance objective avait pu se produire. Et là, j'ai compris que je n'étais pas dans les petits papiers, je n'avais pas une cote auprès de ce garçon que je ne connaissais pas. Mais cela m'a mis en garde. Je le rencontre donc dans le bureau de Martin Bougikouma, où il vient, en fait, je ne sais pas préparer quoi, mais toujours est-il que quelques jours après cette rencontre, Martin Bougikouma part aux États-Unis avec Frank Nguema et d'autres, vous avez tous vu, et là il va croiser la fameuse Dream Team gabonaise à Washington qui va donc l'humilier. Tout le monde le sait, l'affaire du rhume, comment l'actuel consul du Gabon aux États-Unis, qui était un des leaders de la Dream Team et un des contacts d'Oligui Nguema et de Lacruche, tout le monde se souvient de comment Martin Bougikouma sera humilié aux États-Unis, ce qui entraînera, par voie de conséquence, son départ du cabinet du président Ali Bongo. Ma première expérience avec Brice, mon frère Brice Lacruche-Alianga Farjon, fut la rencontre dans le bureau de Bougikouma, Martin, qui se fera virer après une tournée aux États-Unis dans le contexte d'une sorte de guet-apens, de piège dans lequel il va tomber. Il sera donc humilié, déclassé. Ali Bongo sera obligé de se débarrasser de lui et devinez qui arrive. Celui qui se préparait pour le poste de DCPR, M. Brice Lacruche-Alianga Farjon, qui a certainement préparé le coup avec tout un réseau, dont la première dame, Sylvia Bongo-Valentin, et le futur coordinateur des affaires présidentielles, le fils de Sylvia et Ali, le fils putatif, donc Noureddine Bongo-Valentin. Et j'ai observé que la mise à mort de Martin Bougikouma avait été très bien organisée et j'ai décelé chez Brice Lacruche-Alianga une intelligence machiavélique qui pouvait monter des coups absolument imparables contre quelqu'un, d'autant plus que il était dans les petits papiers d'Ali Bongo avec son association de l'AGEV, l'association des jeunes émergents volontaires ou association des jeunes émergents voleurs, comme on disait à l'époque. Mes chers compatriotes, vous devez aussi savoir que la deuxième chose que je sais de Brice Lacruche-Alianga Farjon, c'est que, arrivé au gouvernement, il va faire, c'est lui qui introduit dans le Haut-Ogooué Noureddine Bongo-Valentin.
Et on voit bien dans les photos de l'époque qu'il ne sait pas danser le Ndjobi, il n'est pas accoutumé à cette tradition du Ndjobi, mais il force la porte, il amène Noureddine là-bas, on le voit dans le Haut-Ogooué, c'est des photos historiques. Il va donc en fait jouer aussi au machiavélique. Et c'est ce qui doit arrêter de faire le machiavélique. Parce que son pronostic vital est engagé. Il doit penser à son âme. Il doit penser à ne pas déplaire à la providence divine qui l'a aidé en prison. Et je lui rappelle ça pour qu'il change de vie, pour qu'il renaisse réellement et qu'il ne reparte pas dans le machiavélisme où on l'a vu accompagner Noureddine Bongo Valentin à Franceville avec le ballet, danser, veiller, danser le Ndjobi. Et c'est pourquoi, tout le monde le sait, j'ai déclaré à l'époque, il faut tuer la cruche dans le Ndjobi, tuer avec un guillemet, parce que j'avais déjà senti que dans cette provocation faite dans le Haut-Togo avec le Ndjobi, il aurait des problèmes. Mais il était illuminé. Je vous l'ai dit que le farjonisme ou la cruche alianganisme, c'est l'illumination du papillon de nuit aveuglé par sa propre intelligence qui va se jeter dans les flammes de l'enfer tout seul parce qu'il est aveuglé par la lumière. On appelle ça les Illuminati. Donc, ce que nous avons vu à Franceville, la cruche Alianga Farjon guidant Noureddine Bongo Valentin dans le Ndjobi, c'était déjà un non-sens. On savait déjà que ça allait vraiment dans du n'importe quoi. Et fidèle en joie, j'ai fait un audio à l'époque le mettant en garde contre le désordre qui commençait dans le Haut-Ogooué. Il mourra plus tard, mais chacun se souvient de cet audio que je pourrais rediffuser un jour sur ma page Facebook, car mes audios sont historiques. Et ceux que j'ai pu sauvegarder, je peux les remettre en ligne pour que vous puissiez les écouter. On voyait bien, troisièmement, que lorsqu'on a appris qu'un mur s'était effondré à la présidence, pendant que Noureddine et Brice Lacruche Alianga étaient dans un des bureaux, le mur s'est effondré, c'est qu'ils étaient déjà l'objet d'attaques, j'appelle ça des attaques inexprimables, je préfère m'exprimer ainsi. Et Brice Lacruche Alianga, dit-on, va sauver, entre guillemets, Noureddine de l'effondrement d'un plafond. Et il est donc là, le Superman. Mais tout le monde comprend qu'ils sont là, tous les deux, Noureddine et Brice Lacruche Alianga Farjon, dans un jeu de dupes, puisque Brice Farjon sait bien que le petit Noureddine n'est pas capable de diriger le Gabon. Et que cette idée que Noureddine peut diriger le Gabon ne vient que de sa mère, Sylvia. Elle est entêtée dans cette idée. Moi, mes enfants étaient dans l'école de Sylvia Bongo, le ruban vert, et je ne vais pas révéler ici quels étaient le sujet des conversations entre les enfants, mais j'en ai appris beaucoup à cette époque, comme un père qui n'a pas l'air d'écouter les commentaires de ses enfants au retour de l'école, mais oui, quand Bilal a dit ceci, machin et tout. Donc, on savait bien que le deal entre Noureddine Farjon, Noureddine, lapsus révélateur, Noureddine Valentin Bongo et Brice Lacruche Alianga Farjon était un jeu de dupes où Brice savait bien que le petit Noureddine ne pouvait pas et il comptait bien sur cette faiblesse pour s'imposer parce que il s'était rêvé désormais un premier président blanc du Gabon ou métis comme ils disent, mais pour nous c'est blanc. Comme Nazi, le Libanais. Encore un Illuminati qui s'est cru autorisé à commander les services secrets du Gabon, quoi qu'on en pense. Malgré la saleté qu'il y a là-bas, tu ne peux pas te lever comme ça et dire les services spéciaux, je les maîtrise. Parce que c'est au-delà du pouvoir actuel. Les services spéciaux, c'est les gardiens, en philosophie, les gardiens de la cité.
dit Platon. Ils sont imparfaits, il y a beaucoup de choses à corriger au Gabon, mais la prétention des Illuminati à vouloir contrôler le Gabon est une des sources du malheur du pays. Et ça doit être réglé un jour. Mes chers compatriotes, le cher Brice Lakrouche-Alianga fait partie du groupe de comploteurs qui ont organisé la mort politique de Ben Moubamba. Contre même les avis d'Ali Bongo, du moins en apparence. J'en veux pour preuve quoi, par exemple? Je parlerai par exemple de l'élection législative de Moabi que j'ai remportée haut la main dès le premier tour. Mais malheureusement, il y avait eu un complot dans tout le pays. Tous les PDJ s'étaient réunis pour dire « Moubamba, on a réussi à le chasser du gouvernement, mais même ce dont il a droit, c'est-à-dire devenir député de Moabi, même ça, on ne doit pas lui laisser. On doit le tuer. Nous, les PDJ, on ne partage jamais le pouvoir, comme a dit Mbaobam. On doit le tuer jusqu'à Moabi. » Et ça, Brice Lakrouche-Alianga a validé cette stratégie. C'est pourquoi il a laissé un de mes parents, ancien directeur général de la Caisse des dépôts, il lui a donné plein d'argent, il a pris les gars de la GEV comme Noël Mbumba, ex-ministre délégué à l'économie, Opianga, le défunt Issou Ngonde qui se faisait facilement manœuvrer par les Bilibizé et autres. Ils ont dit, Moubamba, nous avons réussi à le tuer au gouvernement, il faut aller le tuer jusque dans son village à Moabi. Donc, moi, je vais à l'élection du 6 octobre 2018, qui est le premier tour des législatives. Je suis sorti du gouvernement, mais je suis toujours dans l'alliance objective avec Ali, une alliance stratégique sur laquelle je pourrais revenir plus tard, mais qui n'était pas néfaste, puisque je ne me suis pas enrichi, je n'ai pas tué, je n'ai pas commis de crime, je suis allé voir de mes propres yeux. Et je pense que j'ai eu raison quand même. Donc, je vais à Moabi, Brice Lakrouche-Alianga sort à travers la Caisse des dépôts des milliards pour m'humilier à Moabi, pour me faire perdre une élection que je ne peux pas perdre. Je suis beaucoup plus populaire à Moabi. J'ai même Séraphin Mounonga, exilé en France, au téléphone tous les jours, qui essaie de me guider, mais en fait qui joue un double jeu. Je l'ai découvert plus tard, avec quelques-uns de mes parents, tout ça. Mais la popularité, elle était de mon côté, dans le premier siège de Moabi que j'ai remporté dès le premier tour. Mais ils ont mis tellement d'argent, et c'est Brice Lakrouche-Alianga qui avait la main sur cet argent, que la commission électorale de Moabi a été achetée devant tout le monde. Les magouilles se passaient devant tout le monde. Et c'est comme ça que on me force à aller au deuxième tour. Et je sais qu'en me forçant d'aller au deuxième tour, ils vont tout faire, absolument tout, pour m'humilier jusqu'à la perte du siège de député de Moabi. Pas dans le siège de Séraphin Mounonga, qui est le deuxième vers les Mourindi, mais de mon côté, celui de mes parents, celui de mes ancêtres, le premier siège, qui compte aussi des Mitsogo. Et donc, cette élection a lieu le 6 octobre, je me retrouve au deuxième tour, alors que j'ai gagné à un score soviétique les élections de Moabi, et je me rends compte que Ali Bongo trahit l'alliance objective via Lakrouche-Alianga, qui ne sait pas comment cette alliance objective a été construite ni par qui. Est-ce qu'elle est internationale? Est-ce qu'elle est justement simplement nationale? Il ne sait rien, mais lui, il a la mission de la part de Sylvia Bongo et Noureddine, et lui-même, aujourd'hui il attaque Sylvia et Noureddine tout seul, mais il a
il s'est reposé sur eux pour construire sa légende. Donc, donc je vais revenir et le 10 octobre, autour du 10 octobre, je fais une déclaration à la RTG, codée. Si vous avez les archives, revoyez bien la déclaration de Ben Moubamba, très codée, entre les deux tours des élections législatives de 2018. J'en parle parce que je vois ces élections auxquelles je ne participerai pas, législatives, locales. Je m'en fous de ça. Le Gabon n'a pas besoin de ça. Le Gabon a besoin de construire un État irréprochable. Ce n'est pas juste un État où on fait dans le matérialisme, où il n'y a pas de principe, il n'y a pas de valeur, il n'y a pas de normes. Mais j'ai cru, dans mon immaturité, entre guillemets, de l'époque, que Ali Bongo était suffisamment fort pour imposer l'alliance objective à ces gens-là, au premier rang desquels Issou Ngonde et la cruche Alianga, Liban Soleiman et tout ce beau monde qui complotait contre Ben Moubamba. Je rentre donc au Gabon, je rentre à Libreville en octobre, vers le 10 octobre 2018. L'élection, le deuxième tour a lieu le 27, je crois, octobre 2018, et je dois signer des choses et je fais une déclaration à la première chaîne de télévision gabonaise, une déclaration codée où j'annonce déjà que cette trahison aura des conséquences sur Ali Bongo et sur tous ceux qui ont osé s'attaquer à Ben Moubamba. Parce que Ben Moubamba vient au nom du Seigneur, comme David devant Goliath. Qui s'attaque à lui prend des risques. Et toutes les personnes éveillées du Gabon le savent très bien. Je suis innocent. Et il est très dangereux de s'attaquer à un innocent. C'est très dangereux. Vous pouvez vous attaquer entre vous, entre bandits, entre tueurs, mangeurs de chair humaine, buveurs de sang humain et tout le reste. Mais quand vous vous attaquez à un agneau dont la chair n'est pas sucrée, vous prenez des risques. Et c'est ce qui va se passer en octobre, puisque Brice Lacruche Alianga me reçoit à la présidence. Et là, les Gabonais doivent savoir ce qu'il m'a dit. C'est très important, quatrièmement. C'est le point 4. Donc, Brice Lacruche Alianga me reçoit dans son bureau, entre les deux tours des élections. C'est lui qui organise ma mort politique, c'est lui qui est en train de manœuvrer. Il est au sommet de sa forme. Et il se moque de moi. Il dit, Ben, quelle que soit ton alliance objective, sache que le pouvoir que nous allons construire au Gabon sera tellement présidentiel, sera tellement présidentialisé. Un peu comme c'est le cas aujourd'hui avec Oligui Nguema. Lacruche, Alianga, Farjon m'avait déjà prévenu de ce que le pouvoir, il m'a dit, le pouvoir qu'on va construire sera tellement présidentiel, tellement puissant que tout le monde va disparaître, y compris toi. J'ai dit, ah bon? Après, il se moque de moi, il me pose des questions sur madame, les enfants, les machins, les trucs. Oui, il me dit, oui, il y a des... Heureusement qu'il y a des gens qui ont des familles qui les protègent. L'air de dire, si tu n'avais pas ta famille, on t'aurait réglé ton compte depuis longtemps. Si tu n'étais pas protégé par un certain lobby en France. Et donc, il me dit clairement que je n'aurais pas ma vie. Il me laisse entendre ça. Et quel que soit ce que dit Ali Bongo, non, c'est lui le DCPR, c'est lui le directeur du cabinet, c'est lui. Et il me dit, après toi, il y a un Ndemezo qui arrive, René Ndemezo, que je vais croiser d'ailleurs plus tard dans les couloirs. Les grandes manœuvres autour du dialogue national, voilà, ce qui va se passer. Nous sommes en 2018, mais en 2017, j'avais déjà vu que
ma présence dérangeait Sylvia Bongo et Noureddine. Et ils se sont donc appuyés sur le directeur de cabinet, Brice Lacruche, Alianga Farjon, pour la destruction de Moubamba, mais on pouvait voir qu'entre eux déjà, il y avait déjà de l'eau dans le gaz et que c'est une alliance de dupes qui n'allait pas faire long feu. Et moi, je les regardais comme ça. Je suis donc retourné à Franceville, à Moabi, toujours des lapsus révélateurs. Je suis donc retourné à Moabi pour le second tour des élections qui avait lieu le 27 octobre. Et le 22 octobre, je suis à Moabi, je prends mon téléphone et j'appelle Ali Bongo. Oui, j'appelle Ali Bongo, je tombe sur son neveu, je ne sais plus comment il s'appelle, en tout cas c'était son majordome. Ali Bongo était épuisé. Et qui organisait l'épuisement d'Ali Bongo? Et son directeur de cabinet. Tout le monde voyait qu'il marchait avec une canne, qu'il n'en pouvait plus, qu'il ne supportait plus, qu'il était épuisé, qu'il était malade, qu'il était diabétique. Mais le DCPR, Brice Lacruche Alianga, on ne sait pas pourquoi, il continuait de surcharger le calendrier d'Ali Bongo. Les voyages n'arrêtaient pas, les choses n'arrêtaient pas. Bref, même son médecin, le militaire dont je ne me souviens plus du nom, eh bien, il était dépassé par les événements, puisque ses recommandations n'étaient pas suivies d'effet au niveau du cabinet. Ça, ce n'est pas des secrets d'État que je donne, là, ce sont des faits que l'opinion a le droit de connaître dans l'histoire immédiate du pays. Ce n'est pas les grandes décisions de l'État, mais ce sont les événements qui expliquent l'histoire récente du pays, et des témoins peuvent en dire quelque chose pour enseigner à la nation, dans la mesure où la nation veut bien se laisser enseigner. Donc, je dirais à Ali Bongo, qui arrive à Riyad, à la descente de l'avion, je dis, son majordome est témoin de ça, je dis, Monsieur le Président, moi j'ai sacrifié ma virginité politique pour la stabilité de l'État. Et je ne suis pas sûr que sans ma prise de position de 2016, vous seriez maintenu au pouvoir. Cependant, étant des gens sortis du gouvernement, vous avez trahi vos engagements de l'alliance objective. Cette alliance objective n'était pas en ma faveur, elle était pour empêcher l'effondrement de l'État, puisque l'État était déjà sous la menace d'un coup d'État au nom du code de Nzamata dès 2016, c'est-à-dire que si Jean Ping s'imposait, il y avait un putsch déjà préparé à l'époque, comme en 2023, à partir d'une ferme agricole à Médic. Et les comploteurs étaient même, parmi les comploteurs, il y avait plein de proches que j'ai appelés plus tard les faux amis d'Ali Bongo. Ils étaient dedans. Mais quelque chose a fait en sorte que ça se passe comme ça s'est passé en 2016. Je donnerai plus de précisions dans mes mémoires si j'arrive à vivre vieux, et j'arriverai à vivre vieux. Mais moi, j'ai dit à Ali Bongo que c'est vous qui m'avez trahi, n'est-ce pas? C'est pas moi qui vous ai trahi. Mais en me trahissant, vous vous êtes tiré une balle dans la tête. Et j'ai fini ma conversation avec Ali Bongo en lui disant une phrase que les musulmans aiment répéter: il n'y a de Dieu que Dieu. Alhamdoulilah. Et depuis lors, je n'ai plus eu des nouvelles d'Ali Bongo, puisque 2 jours plus tard, le 24 octobre 2018, il a en effet été atteint, non pas d'une balle dans la tête, mais c'est
presque pareil, d'un AVC, d'un double AVC historique à Riyad, devant le monde entier, à l'occasion d'un forum économique qui avait été pourtant boycotté par la plupart des leaders mondiaux suite à l'assassinat d'un journaliste saoudien-américain à l'ambassade d'Arabie Saoudite en Turquie. Donc la Turquie n'est pas un pays très sécure pour ceux qui veulent s'amuser avec ce pays. Voilà donc, dès qu'Ali Bongo est tombé à Riyad, entre autres parce que son directeur de cabinet, Brice Lacruche Alianga, avait surchargé, plus que de raison, son agenda, nous avons fait le deuxième tour des législatives à Moabi et ce qui devait arriver est arrivé. Bien sûr, on m'a volé l'élection et je n'ai pas pu être député de Moabi. Ils se frottaient les mains, ils étaient tous contents, au premier rang desquels le défunt Premier ministre, mais aussi le directeur de cabinet du président de la République. Et donc, ils étaient sûrs aussi que les poisons qu'on m'avait administrés, le même poison que Baobab, ils étaient sûrs que ce poison allait me tuer. Mais il ne m'a pas tué, j'en ai été totalement guéri par la grâce de la Providence. Et donc, il m'avait tué, il m'avait viré du gouvernement, il m'avait humilié devant le pays, il m'avait fait porter le chapeau des expulsés d'Akanda, des logements d'Akanda, alors que je n'étais pas là, j'étais à Singapour. Ce sont eux qui ont fait ça, mais ils m'ont mis ça sur le dos et je ne pouvais même pas démentir puisque ça venait du gouvernement et j'avais assez de problèmes avec le Premier ministre défunt. Et ça manœuvrait autour de moi de manière assez mortelle. Et donc, me retrouvant seul au Gabon, parce que l'ambiance était très dangereuse au niveau privé et familial, me retrouvant seul au Gabon, en ayant vécu la Bérésina en Moabi, on m'a volé l'élection et je me suis retrouvé à poil, quasiment, sans rien du tout. Ça a été vraiment la Bérésina, pour moi, et ils étaient très contents, ils sablaient les champagnes, les madeleines verts, tout le monde était content. Ah, Moubamba, ah oui, il est mort, là, on va vraiment bien le tuer. On l'a tué, le gouvernement, on l'a tué à Moabi, on espère maintenant le tuer physiquement. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais trouver un subterfuge pour sortir du Gabon en novembre 2018 et me rendre au Sénégal. Mais avant de prendre l'avion pour le Sénégal, la police des frontières va retenir l'ex-vice-premier ministre, dont bizarrement, Ali Bongo avait continué de laisser la garde rapprochée de 5 gendarmes d'élite comme étant une garde à laquelle j'avais droit, tout comme j'avais droit encore à un certain salaire que Brice Lacruche Alianga m'apportait à domicile jusqu'à ce que je quitte la maison, non sans avoir mis lui-même la main dedans, et le reste, les pécadilles de mon salaire, il me les remettait en personne chez moi, et il avait ses méga commissions dedans, c'est comme ça que ça marche. Mais je le savais, et je ne disais rien, puisque moi je n'étais pas venu pour m'enrichir, j'étais venu en mission. Donc, je vais quitter le pays après que la police de l'air et des frontières ait gardé l'ex-vice-premier ministre au moins un quart d'heure, le temps de vérifier à la présidence de la République si le VPN peut partir. Et donc, ils reçoivent un coup de fil de, je crois, Frédéric Bongo, qui était encore le super chef des services spéciaux. Et je crois avoir compris que les Sylvia Bongo, Noureddine et autres, Frédéric Bongo, ou Lacruche Alianga Farjon avaient dit, bon, de toute façon, il est mort, laissez-le partir, qu'il aille mourir ailleurs.
c'est ainsi que je quitte le Gabon, mais la cruche Alianga, mon frère, à qui j'ai déjà tout pardonné, je ne suis pas là dans le règlement de compte, je pense à son âme, j'ai vu sa situation physique et ce qu'il vit. Le jeu qu'il joue avec Oli Guinguema n'est pas bon, ça va mal se passer pour lui s'il ne corrige pas quelque chose. On ne lui interdit pas d'avoir des positions, mais aller se livrer comme ça et reprendre des chemins qui ne mènent nulle part, je pense que c'est dangereux. Il est de mon devoir de le prévenir parce que, je suis au regret de le dire, j'ai toujours eu raison. Et s'il y en a un qui le sait, c'est Brice Lacruche, Alianga Farjon. La suite des événements au Gabon, en 2019, m'a donné raison. Puisque le nom de Brice Lacruche Alianga sera cité dans la tentative de coup d'État de lieutenant Kelly Ondo le 7 janvier 2019. Je suis déjà parti. Mais ce que j'ai déploré, et c'est un autre fait de Brice Lacruche Alianga, c'est qu'il maîtrisait une grande partie de la diaspora et des activistes, financièrement. Mais ils ont mis une machine à la GEF pour me salir et me discréditer, c'était horrible. Vous-même, vous avez vu, vous avez entendu l'activiste Moana Oindje dire que dans l'histoire politique du Gabon, aucun homme politique n'a été humilié comme Ben Moubamba. Mais moi, je suis indestructible, toujours combattu, quelquefois battu, jamais abattu, comme vous l'avez constaté. La campagne d'humiliation, d'insultes, des milliers de commentaires sur les réseaux sociaux, des caricaturistes dont je ne veux même pas citer le nom pour ne pas leur donner des honneurs, dessinant des dessins pornographiques me concernant mon épouse. Ça, je ne pardonnerai jamais. Ça, je dois avouer, ça, je ne peux pas pardonner. D'avoir exposé mes enfants à ce genre de dessin commandé par la GEF. Je peux pardonner les lives des messirs et autres activistes qui, contre de l'argent, ont fait des lives m'insultant. C'est de bonne guerre. Si tu ne veux pas t'insulter, ne fais pas de la politique. Mais je ne pardonnerai jamais à ce caricaturiste ce qu'il a fait, le mal qu'il a fait à ma famille. Jamais je ne lui pardonnerai. Allez le lui répéter. Je ne vais pas citer son nom, mais vous savez de qui il s'agit. Je ne lui pardonnerai jamais. Donc, quand vous avez vu Moubamba arriver à Paris, au lieu de rouler dans une grosse voiture de VPN, maintenant il est dans le métro, tout le monde, la GEV et tous les réseaux se moquent. Mais ce sont des agents spéciaux qui me suivaient à la demande de Brice Lacruche Alianga, c'est-à-dire que, arrivé à Paris, on a voulu me détruire. J'étais suivi par des réseaux très puissants. Il suffisait que je prenne un train, les caméras des services en France me filmaient et envoyaient les images à Libreville. Vous avez vu cette photo-là où on me voit prendre, moi je n'ai aucune honte à prendre le métro. Je suis né à la Sorbonne Gare Routière, quelle honte. Quand j'étais à la Sorbonne Gare Routière, je n'étais pas vice-premier ministre. Je suis devenu ce que je suis devenu par la grâce de Dieu et par ma volonté. Je ne suis pas le disciple de quelqu'un, je n'ai pas été parrainé par quelqu'un, je n'ai pas commis des crimes pour devenir. Donc en tant qu'enfant né dans les bidonvilles de Libreville, étant monté au sommet par la force de son intelligence et par la grâce de Dieu, je ne vois pas ce qu'il y a de honteux à prendre un métro, mais non. On a trouvé ça affreux, oui. Mais toute cette campagne très violente sur les réseaux sociaux était payée par Brice Lacruche Alianga. La preuve, c'est que le jour où il a arrêté de payer, parce qu'il est allé en prison, il ne payait plus. La campagne a fini par s'arrêter.
C'est bien la preuve que le donneur d'ordre, c'était Brice Lacruche Alianga Farjon. Parce qu'au Gabon, pour faire un dessin pourri pornographique contre quelqu'un, il fallait que Brice Lacruche Alianga ou Liban Suleiman payent. Ou d'autres, Billy Binzé. Mais dans la mesure où les gens ne payent plus, donc il n'y a plus ça, qui va se négliger, qui va travailler cadeau? Les lives anti-Moubamba se sont arrêtés. Les attaques vraiment basses et de bas niveau se sont arrêtées. Donc, je rappelle cela à Brice Lacruche Alianga pour qu'il prenne conscience du mal qu'il a été en tant qu'illuminé, quelqu'un qui est réellement intelligent, mais qui se fait aveugler par la lumière de sa propre intelligence. Et qui finit comme un papillon de nuit aveuglé dans le feu de l'enfer, dans le feu de gros bouquet, d'où il ressort abîmé. Et il entraîne son frère et il entraîne les Agéviens. Brice Lacruche Alianga ne doit pas être associé aux démolisseurs, bâtisseurs ou bâtisseurs démolisseurs. Mais comme il ne m'écoutera pas, je témoigne devant l'histoire. Quand son pronostic vital sera à nouveau engagé, quelqu'un lui dira ou dira à sa famille que Imhotep, vous avez prévenu, mais comme d'habitude, vous n'avez pas écouté. Quand vous faisiez les héros avec Sylvia Bongo et Noureddine, vous n'écoutiez pas. Quand la GEV était avant la Dream Team, ou le financier de la Dream Team, ou des gens de Noureddine, ou le Mogabo, le mouvement des amis d'Ali Bongo. D'ailleurs, je me demande, et ça c'est un autre truc que je peux raconter, ce n'est pas un secret d'État, je me demande quel rôle Brice Lacruche Alianga a joué lorsque je me suis rendu à la demande d'Ali Bongo à Abidjan rencontrer Ouattara et le représenter à des cérémonies. Parce que dans ce voyage, Ali Bongo m'avait appelé pour me piéger. Il m'a dit, bon, allô Ben, oui, il faut appeler Issoze Ngondé là. Je ne sais pas si c'est une idée de Brice Lacruche Alianga, oui. Tu l'appelles et tu lui dis que, voilà, c'est toi le patron, et puis voilà, machin, Mohamed VI, tout, j'entre dans les détails de ce qu'il m'a demandé de dire. Moi, j'appelle Issoze Ngondé, Premier ministre défunt, je lui dis, bon, voilà, Ali Bongo m'a dit de vous dire que, et là, ça déclenche, et c'est ce que eux ils voulaient, les Lacruche Alianga et autres Ali. Mais le pauvre Issoze Ngondé ne se rend pas compte qu'il est manipulé, lui aussi. Ah, il se fâche, comment un vice-premier ministre peut m'appeler pour m'informer des choses aussi importantes que les choses des chefs d'État. Et là, c'est un message qu'Ali Bongo leur envoyait que, attention, si vous ne réglez pas le compte à Ben Moubamba, je vais lui laisser le pouvoir. Et c'est comme ça que vous avez appris que le Mogabo, le mouvement des amis d'Ali Bongo, va se ressaisir à l'hôtel intercontinental. Ils vont se réveiller pour organiser, avec Brice Lacruche Alianga et d'autres, la mort de Moubamba. C'est le même Lacruche Alianga, après mon départ du gouvernement, qui va régler les comptes avec Maganga Moussabou pour une affaire de Kevazingo qui n'avait ni queue ni tête, pour emmener au gouvernement Nkogé Bekale. C'est le même Lacruche Alianga, illuminé par sa propre intelligence, que je lui demande vraiment de revoir dans son propre intérêt, qui ne va jamais cesser de me faire traquer en France, de telle sorte que j'ai décidé de m'exiler en Russie. C'est ça le nœud du problème. J'ai reçu une lettre du gouvernement russe qui m'a invité en Crimée
en 2019, alors que Zelensky venait d'être élu président de l'Ukraine en 2019, moi je suis en Crimée, invité au Forum économique de Yalta par le gouvernement russe. Mais que va faire la GEV et que va faire Brice Lakuchalianga? Ils vont, dès qu'il y a eu les premiers articles favorables à Ben Moubamba dans les Sputnik et dans la presse russe, ils allument un contre-feu en Ukraine. Et là, on m'envoie des articles incendiaires, insultants de la presse ukrainienne contre l'ancien vice-premier ministre gabonais qui s'est permis d'aller en Crimée. Oh, mais je ne suis plus en poste. On m'invite comme intellectuel. Et les Russes savent que je suis quelqu'un, un homme de principe, un homme de valeur, un homme qui respecte les normes. On m'invite. Et je fais un discours à Yalta qui n'aura pas la portée plus tard à Sochi de Nathalie Yan. Mais moi, j'ai fait mon discours et la presse russe en a parlé. Mais je me suis fait incendier en Ukraine, à Kiev, dans la presse ukrainienne, parce que Brice Lakuchalianga et ces gens de la GEF m'avaient vendu négativement. Des forces de destruction ont été enclenchées par Lakuchalianga Farjon contre moi et depuis qu'il est sorti, il ne s'est pas excusé auprès de moi. Trouvez-vous cela normal? Trouvez-vous cela normal? Mais je vais vous révéler un autre secret. Alors que Lakuchalianga était tombé dans le piège de Sylvia Bongo et de Noureddine Valentin, c'est-à-dire qu'on lui avait donné l'autorisation de faire une tournée républicaine pour révéler son vrai jeu en fait. Alors qu'il avait dévoilé son vrai jeu, ses ambitions présidentielles, parce qu'il pensait que Ali Bongo, sur lequel on avait testé l'intelligence artificielle, les sosies, qu'on le veuille ou non, il a lui-même reconnu que pendant 5 ans, il n'était pas là. On a utilisé massivement des sosies, des figurants, des masques, de l'intelligence artificielle. C'est là, au Gabon, qu'on a testé tout ça. On a commencé à tester tout ça. Lakuchalianga, il ne se confesse pas de tout ça. De la signature qui a été fabriquée par lui, à la demande de Sylvia Bongo. Mais le problème pour lui, c'est qu'il n'a pas su cacher ses ambitions, puisque les gens intelligents, ils sont souvent des Illuminati, c'est-à-dire des gens aveuglés par leur propre intelligence, comme des papillons de nuit qui se brûlent les ailes dans un feu ardent, dans une flamme ardente. Donc, dans ce processus de messager intime d'Ali Bongo, qui était un piège pour lui, toute la République va commencer à se mettre au garde à vous devant lui. Et là, Sylvia Bongo, Noureddine et les réseaux qui restent à Ali Bongo remarquent un peu le jeu. Et là, on décide de le détruire. Et moi, comme je ne suis pas rancunier, j'ai gardé le téléphone de l'époque de Brice Lakuchalianga. Je crois que je devais déjà être en Russie. J'appelle Lakuchalianga, j'ai dit, mais mon frère, je pense qu'on va t'arrêter. Hein. Tu vas passer vraiment des épreuves dans ta vie dont tu n'as pas idée. Peut-être que tu n'en sortiras pas vivant. Et là, Lakuchalianga, il me répond, je sais. On était à la veille de sa convocation au tribunal et de son arrestation. Nous avons échangé. Je dis, tu vois, on va t'arrêter selon mes informations. Tu es foutu, tu es perdu. Qu'est-ce que tu dis? Là, il était vraiment silencieux. Son sort était scellé. Vraiment, je ne donnais pas cher de sa peau. Mais j'ai voulu lui manifester de l'amitié, même si lui, aujourd'hui, il m'ignore parce que son Dieu, c'est Oligingema. Bon, il a le droit, mais moi, j'ai le droit aussi de lui dire que l'enfer, c'est quand on répète les mêmes erreurs tout le temps. L'enfer, c'est une boucle. Le serpent, Ouroboros, on appelle ça, qui se mord la queue. C'est un temps qui boucle. Ça ne se termine jamais. Ça se ressemble.
tous les jours se ressemblent, toutes les années se ressemblent, et on n'arrive pas à s'en sortir parce qu'on s'avale la queue, le serpent qui s'avale la queue. C'est ce que Brice Clotaire, pardon, lapsus révélateur, c'est son homonyme, Brice Lacruche Alianga Farjeon fait en ce moment. Il doit arrêter. Un conseil, fais ce que tu veux, mais qu'il soit inscrit dans les fréquences du Gabon, que Moubamba a dit que Farjeon Alianga Lacruche doit arrêter. Il doit trouver un moyen d'enlever son doigt là-dedans. Quels que soient les accords qu'il a passés avec le nouveau pouvoir, ça ne lui portera pas chance. Il doit se mettre, il doit penser à sa santé, il doit continuer sa rédemption, être un homme de prière, mais de là à s'imaginer encore un grand stratège du pouvoir gabonais, alors que ce pouvoir qui était un pouvoir de transition n'avait pas vocation à durer et à s'installer, et c'est pour ça que la dette est permanente. C'est pour ça que le malaise est là. Le Gabon n'est pas pauvre. Le Gabon n'est pas un pays qui doit avoir des problèmes avec des étrangers. Le Gabon n'est pas là pour faire violer des petites filles comme Esther de 3 ans. Le Gabon n'est pas là pour voir tout ce qu'on voit. C'est tout simplement que c'est un pays où la vérité et la justice ne collaborent pas. Donc il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de paix. Amour et vérité se rencontrent. Justice et paix s'embrassent, disent les textes sacrés. Sans cela, le Gabon fait comme Brice Lacruche Alianga, il se mord la queue. Parce que, et c'est ici que je vais dire juste quelques commentaires sur l'empire et la puissance. La puissance même financière ne suffit pas, et c'est ce que Lacruche Alianga et les Gabonais doivent comprendre. La puissance ne respecte que la puissance. Mais il ne s'agit pas de la puissance pour la guerre, c'est la puissance pour les principes, pour les valeurs et pour les normes. Ce dont manque le Gabon, c'est de ces 3 choses-là, et rien d'autre. Quand nous aurons réglé la question des principes, des valeurs civiques notamment, et des normes de l'organisation de notre pays, qu'on ait des étrangers, qu'on n'en ait pas, le pays marchera. Qu'on soit du nord, qu'on soit du sud, qu'on soit de l'est ou de l'ouest, le pays marchera. Qu'on soit catholique, protestant, kémite, musulman, traditionnaliste, si on respecte les principes, les valeurs et les normes, le pays ira de l'avant. Mais aujourd'hui, et c'est pour ça que je déconseille à Brice Alianga Farjeon Lacruche d'aller là-dedans, aujourd'hui, nous avons fait une erreur que lui-même Lacruche m'avait annoncée dans son bureau. Souvenez-vous, en octobre 2018, je vous ai dit qu'il m'a dit, Ben, la manière qu'on va faire la présidence, le pouvoir, là, il sera tellement présidentiel que plus personne ne pourra exister. C'est ce qu'on voulait, c'est ce qu'il voulait faire avec Ali. Ça s'est fait avec Oligui Nguema. Ça s'appelle l'impérialisme, l'empereur, l'impérium, le dominion, le dominateur. Or, j'ai dit tout à l'heure que la puissance ne suffit pas, même financière. Toute puissance qui ne repose pas sur des principes, des valeurs et des normes est nulle et de nul effet. Maintenant, l'empire est impossible au Gabon et ailleurs. Pourquoi? Parce que l'histoire du monde a montré que là où un homme veut dominer tout le monde, ça ne peut pas marcher. C'est l'impérium, c'est l'empereur, c'est l'empire qui a détruit la civilisation de Rome. À partir du moment où Rome a cessé d'être la république, la chose publique, la chose qui est construite par tout le monde et dont les avis de tous comptent, avec une séparation des pouvoirs entre ceux qui dirigent l'exécutif, ceux qui représentent le peuple, le parlementaire, donc le Sénat, et le judiciaire ou l'armée,
c'était mélangé à l'époque, si le pouvoir ne comprend pas des cloisons, des séparations, on tombe dans l'empire, c'est-à-dire le pouvoir d'une seule personne. Une seule personne qui finira pourrie dans un cercueil. Hein. Et c'est ce que les présidents africains sont. Ils sont des empereurs, y compris ceux que nous aimons en ce moment, les Ibrahim Traoré, que je connais bien, les Assimi Goïta, les Ouattara, les machins. Il y a ce côté en Afrique où on veut être chef, mais pas du tout un leader. Parce qu'il y a une différence entre être un leader et un chef. Un chef ne pense qu'à commander, qu'à tout ramener à lui, qu'à être un empereur Bokassa. Et pourtant, ça n'a pas marché ailleurs. Mais chez nous, tout le monde veut être chef, mais personne ne peut être un leader. Je répète, tout le monde veut être chef, mais personne ne veut être un leader. Quelle est la différence entre un chef, donc un empereur, et un leader? Un chef, il ne pense qu'à commander, à être le premier au bout de l'échelle. Un Dieu vivant, en fait. En dessus de lui, il n'y a personne. C'est pour ça que Bonkpis dit, après la vérité de l'Igui, il n'y a plus rien. Après la vérité de l'Igui, il n'y a plus rien. C'est ça que ça veut dire, Bonkpis. Il consacre l'impérium, le dominateur, le mâle dominant, comme vous voyez chez les primates ou chez les animaux, les capris. Un seul a le droit de coucher avec les femelles. Ça s'appelle le mâle dominant. C'est lui qui a le droit à toutes les bananes, toutes les femmes, tout l'espace, machin. Si c'est pas ça, c'est la bagarre. On doit tuer. C'est ce qu'on appelle l'empire. L'empire est impossible. On ne peut pas organiser une communauté autour de l'impérialisme. On ne peut organiser une communauté au minimum que sur la République, mais ça, c'est une chose très occidentale qui est devenue universelle, très grecque. Bon, on peut accepter, mais nous avons même dans les mœurs et les coutumes bantoues quelque chose d'équivalent qu'on a appelé le corps de garde. Là où sont discutés les problèmes de telle sorte que personne ne soit mis de côté. Aucune femme ne peut être célibataire. Dans les concepts qu'on appelle Ujamaa, le village. En Tanzanie, on appelle ça Ujamaa, c'est un concept. Ce qui est une insulte au Gabon, un villageois Boussa. En Tanzanie, qui est un pays qui marche, je connais bien l'Afrique australe, j'y suis souvent. D'ailleurs, c'est là que j'ai investi la plupart de mes affaires. Plus tard, ne venez pas m'accuser d'avoir volé ou d'avoir été corrompu. Non, non, j'ai travaillé discrètement. En Afrique australe, oui, j'ai beaucoup travaillé là-bas. Et ça, c'est mon problème. Ma future indépendance vient de là-bas. J'ai beaucoup travaillé là-bas, j'ai beaucoup investi, et j'ai beaucoup été consulté, et j'ai beaucoup consulté. Donc, en Tanzanie, on dit Ujamaa, le village, c'est la référence fondamentale, c'est la cellule de base du pays. Donc, à partir de là, on ne peut pas considérer que l'empire, c'est-à-dire la domination d'un mâle dominant comme un barbare, un sauvage qui tape tout le monde, tout est à lui, il est président de tout, il est chef de tout, mais il est responsable de rien. Parce que le leader, lui, il est responsable. Il est d'abord responsable de sa vision, c'est-à-dire il a une vision. Quand il parle, on sait que voilà sa vision. Sa vision peut être bonne ou mauvaise, mais le propre d'un leader, c'est qu'il a une vision. Et ça ne suffit pas d'avoir une vision, comme a dit Tidjane Thiam. Il faut avoir la capacité de la partager à un maximum de gens qui croient en cette vision et qui l'incarnent dans les faits, dans le travail. Et ce n'est pas parce qu'on vous menace, ce n'est pas parce qu'on vous a donné un travail ou un poste, ce n'est pas parce qu'on vous a promis d'être député, sénateur ou conseiller que vous croyez dans la vision. Vous croyez dans la vision parce que c'est une vision qui vous parle. C'est comme si c'était la vôtre. Et le vrai leader, c'est quelqu'un qui a cette capacité-là de partager la vision. Comme Mao Tse-tung, qui n'était pas un démocrate, mais il avait une vision
qu'on appelait le grand bond en avant de la Chine. Qu'on voit aujourd'hui, hein, le grand bond en avant de la Chine a eu lieu. Même si lui n'a pas vu le grand bond en avant de la Chine, ben, ceux qui sont venus après lui, ils ont continué la vision, ils l'ont rendu possible. Le grand bond en avant de la Chine, qu'on appelle aussi les 5 modernisations de la Chine, qui commencent par l'agriculture, l'éducation, l'industrie, les finances. Et il y aura une dernière modernisation de la Chine, ne vous inquiétez pas, ils auront aussi leur démocratie à la chinoise. Ça va venir, ça vient déjà. Le grand bond en avant. Comme celui qui vous parle n'arrête pas de parler du Gabon d'après. C'est la vision. Le Gabon après les ténèbres du mal et de l'ignorance. Donc, que pourrais-je dire sans m'allonger, sans rallonger mon propos? Brice Lacruche Alianga est un homme, je n'ai plus si jeune que ça, mais il a créé l'association des jeunes émergents, volontaires ou voleurs, c'est selon. Ils ont été en prison, ils ont été punis, ils ont vraiment souffert, on tourne la page. Mais que Lacruche Alianga mette son intelligence désormais au service du souverain bien, au service des aspirations fondamentales du peuple gabonais, non pas au service de la manipulation, au service du mensonge, au service des jeux de dupes, les mêmes jeux de dupes qu'on a fait avec le Mogabo, avec la GEV, avec la Dream Team, avec la team de... Non, il faut arrêter ça. À un moment, ça va mal se terminer si M. Farjon Alianga Lacruche n'arrête pas. Je lui ai parlé aujourd'hui à travers cette émission parce que je l'aime bien. Parce que je l'aime bien. Mais il faut aussi qu'il se débarrasse du complexe du Moutangani Bantou. Parce que Nazi, le Libanais gabonais, qui a fait chanter le chef de l'État gabonais, il était aussi sur ce modèle-là. À un moment, il faut savoir que, accepter le fait que, certes, tout Gabonais est Gabonais, mais il y a les Gabonais d'origine et les Gabonais d'adoption. Il ne s'agit pas de faire des différences, mais à un moment, il faut aussi avoir un réalisme culturel. Il faut respecter les hommes et les femmes d'origine de ce pays, à commencer par les Pygmées, ensuite les Bantous, et ensuite tous ceux qui arrivent. Nous avons besoin d'un État irréprochable. Nous n'avons pas besoin de salir le nom du Gabon à l'échelle internationale, de le présenter comme un pays qui pue, qui sent mauvais, mais nous avons besoin de faire du Gabon le pays qu'il doit devenir. Je conclurai maintenant mon propos du jour. J'ai dit un mot sur l'actualité. Je n'ai pas besoin d'en dire plus. Mais ce pays qui s'enfonce, cet État gabonais qui s'effondre petit à petit, s'effondre parce qu'il manque de principes, parce qu'il manque de valeurs, parce qu'il manque de normes. C'est là que le racisme et la xénophobie prolifèrent. C'est là que le mensonge prolifère. Nous devons tout faire pour que ce pays renaisse de ses cendres. Une renaissance est nécessaire, mais dans la pureté, dans les valeurs morales et civiques, dans les normes organisationnelles et dans les principes, les grands principes, dans les grands principes éthiques notamment. L'éthique gabonaise, ça veut dire quoi? L'effacement de la mémoire, la personnalisation du pouvoir. Ce sont des chemins qui ne mènent nulle part. La destruction de la nature et de la forêt, la coupure des arbres, la pollution des fleuves et des rivières. Tout ça est en train de salir notre pays, en même temps que le fétichisme qui entraîne les crimes rituels, les meurtres. Donc je conclue sur cette question du manque de principes, de valeurs et de normes en disant ceci.
lorsqu'on construit un pays ou une religion ou un système, il y a un mythe fondateur derrière. Nous devons trouver quel est le mythe fondateur de la civilisation gabonaise. J'en ai parlé déjà, je ne veux pas revenir sur le sujet maintenant, sauf quand je serai au Gabon et que je m'adresserai aux jeunes ou aux étudiants ou aux intellectuels. Mais je voudrais mettre en garde les Gabonais qui croient dans le fétichisme, mal placé, le fétichisme de la sorcellerie. Et c'est ce qui a entraîné aussi des dégâts dans la vie de Brice Lacruche à Lianga-Farjan. Nos cultes, nos rites sont pollués par la magie noire, par la sorcellerie, par le fétichisme sorcellaire, par la déformation à travers le vaudou des grandes valeurs bantou-kamites des anciens Égyptiens. Chez les anciens Égyptiens, les bantou-kamites, il n'y avait pas de sorcellerie. La question est de se poser, pourquoi y en a-t-il autant dans nos rites, dans nos traditions qu'on met en valeur? On parle des ancêtres à la légère, sans discernement. On a même vu à l'émission Dieu en question un traditionnaliste faire de l'ambiguïté sur les crimes rituels au Gabon, mais parce qu'il y a dans nos rites cette idée que il faut tuer pour créer le ditengu, pour créer le reliquaire, pour créer le zombie qu'on va utiliser pour pouvoir faire notre travail. Il y a dans cette idée que pour construire le Gabon, il faut tuer. Il faut tuer. Je ne vais pas revenir sur un audio concernant un vice-président gabonais dont un activiste a parlé de manière, à mon avis, un peu exagérée. Mais il y a cette idée que pour installer un pouvoir, il faille tuer. Ça, c'est une malédiction qu'on a pris dans nos rites. Parce que dans nos rites, quand vous les étudiez bien, il y a toujours cette idée qu'il y a quelqu'un qu'on a tué et dont on a pris les organes pour construire le rite. Et c'est mondial, ce n'est pas spécifique au Gabon. On peut même dire que le rite chrétien ou catholique ou chrétien est basé sur la tuerie dont a été victime Jésus. Qu'on peut très bien dire où on l'a transformé en ditengu pour pouvoir installer le système. Ça, c'est un peu exagéré, mais on peut le dire. Il faut qu'au Gabon, on arrête de penser qu'il faut tuer un tel, faut tuer un tel, faut tuer un tel pour installer le pouvoir. Il faut tuer, il faut mettre les organes. Et cette expression, mettre les organes, est satanique parce que ça veut dire qu'on a mal compris la sagesse égyptienne. Quand les Égyptiens enterraient les morts, ils momifiaient le cadavre parce qu'il y avait cette idée que pour aller vers les dieux, vers l'éternité, tu ne pouvais pas sentir mauvais, c'est-à-dire manquer de principes, manquer de valeurs, manquer de normes. Et donc, avant de te présenter devant Dieu, d'où tu devais réciter les 42 lois de la vérité, donc de la maths, il fallait physiquement qu'on t'enlève tout ce qui pouvait pourrir. Le caca, les intestins, les muscles et tout, même le cerveau, on prenait ça, on enfermait ça dans une marmite. Il y a des Gabonais qui font encore ça, hein. Et au-dessus de la marmite, on devait sceller, fermer, on ne devait plus ouvrir ça, on devait sculpter la tête du mort, et puis on allait mettre ça dans un endroit caché, un trou, et puis après jamais on devait ouvrir ça. C'était pour empêcher les maladies, c'était aussi pour empêcher que les âmes errantes se promènent en Égypte et embêtent les gens, comme c'est le cas au Gabon, où tous les morts dont on s'en fout, qu'on jette comme ça, eh bien beaucoup d'âmes sont perdues. On vient, on trace une route à Bambouchine, on casse des tombes, on s'en fout. Tous ces gens-là qu'on a mis dehors, parce que les premiers déguerpissements, c'est le déguerpissement des morts au Gabon. Le non-respect des tombeaux.
Quand on déplace un cimetière, moi je l'ai vu en France ou en Russie, c'est avec respect qu'on enlève les ossements, qu'on emmène à un autre cimetière, on fait des ossuaires. Même Paris, il y a des millions de crânes de gens qu'on n'a pas cassés avec des caterpillars. On a pris les crânes, ils sont sous Paris. On sait que derrière, il y a des valeurs énergétiques qu'il ne faut pas négliger. Donc, les Égyptiens, quand ils gardaient les choses pourries avec lesquelles maintenant dans les traditions vaudou ou rites bantous vaudouisés, on dit que voilà, on fabrique des fétiches, des reliquaires avec ces choses-là. Voilà pourquoi on tue les gens, on prend les organes, on met les organes quelque part dans la marmite pour faire du mal, et ça salit le pays, ça met une mauvaise odeur sur tout le pays, et tous ceux qui parlent en ce moment, observez-le bien, observez les gens au Gabon, ils ont une mauvaise odeur, une mauvaise apparence, ils ne sont pas, tous ceux qui parlent, ils ne dégagent pas une énergie positive, la plupart des gens. Mais parce qu'on est toujours dans cette sorcellerie, ce fétichisme mal placé, où il n'y a pas de respect des morts, et il faut que les gens de la GEV, du Mogabo, la Dream Team, enfin tous les trucs de Noureddin et le PDG, tant qu'ils n'auront pas fait ce qu'on appelle la rupture épistémologique avec la sorcellerie, avec la fabrication des zombies au Gabon, parce que toute musique c'est que du bruit, du désordre, les gens ne sont pas sur des bonnes fréquences, il suffit d'entendre même les voix des gens quand ils parlent, c'est très agressif, c'est insupportable même aux oreilles, on sent que il y a quelque chose qui n'est pas en paix au Gabon. Et les gens ne s'aiment pas, et c'est pour ça qu'ils n'aiment pas les autres. Parce que vous ne pouvez pas organiser le malheur des gens et penser que vous-même, vous allez bien mourir et reposer en paix. Donc, je dis à Brice Lacruche, à Lianga et à d'autres, ce dont notre pays a besoin, c'est d'une révolution ontologique. Un changement. Omar Bongo parlait du changement des mentalités, on peut en penser tout ce qu'on veut, mais il avait raison. Le changement de mentalité. Sans ça, si la politique, c'est juste les postes, si c'est juste l'argent, c'est juste le sexe, c'est juste le matérialisme, nous sommes sur des chemins qui ne mèneront nulle part. J'appelle au ressaisissement de la nation, j'appelle la Cruche à Lianga et les âmes les plus intelligentes du pays, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur, à bien réfléchir sur ce que nous voulons faire du Gabon, car Dieu ne nous a pas donné le droit, a dit leur maître, de faire du Gabon ce que nous sommes en train d'en faire, c'est-à-dire un pays qui pue, qui sent mauvais. Il y a une odeur de merde quand on parle du Gabon dans le monde. Il nous faut corriger ça, c'est notre responsabilité. J'en appelle donc au ressaisissement de toutes les forces vives de la nation afin que tout Gabonais soit Gabonais, tout Gabonais soit soumis et bénéficie de droits, mais soit soumis aussi à des devoirs, les droits et les devoirs. Ce pays est à reconstruire et quand il sera reconstruit, il sera le phare de l'Afrique, sera le modèle de l'Afrique. Et ce n'est pas sur une tendance matérialiste que nous allons réussir à faire ça, c'est en revenant aux principes, aux valeurs et aux normes. Et donc, même les églises doivent se ressaisir parce que les églises, les traditionalistes, les intellectuels, les artistes sont dans un glissement en ce moment défavorable à la nation. Ils sont dans la collusion, dans le renoncement aux principes, ils ferment les yeux, on déguerpit les gens, il n'y a pas un religieux qui parle, il n'y a pas une aide qui vienne des forces morales du pays, et ça c'est très préoccupant. Donc, mes chers compatriotes, c'était Ben Moubamba qui vous parlait aujourd'hui du syndrome de Brice Farjeon.
de la puissance qui ne suffit pas et de l'impérialisme qui est impossible, ce qui doit entraîner, ce qui appelle notre réaction, une réaction de la part du peuple gabonais. Mais je vois que les gens, ils vont encore aller voter comme des idiots utiles, les mêmes qu'on a déguerpis. Les gens qui ont de courtes vues, au lieu de faire la révolution du moins mentale, au moins mentale et ontologique. Moi, je regarde les listes, je vois les gens qui étaient avec moi. Bon, ils n'ont qu'à faire. Ils étaient avec la GEV, ils sont candidats, mais je vous dis que tout ça, ce sont des chemins qui ne mèneront nulle part parce que le pays n'a pas encore trouvé le bon chemin vers sa vraie liberté, c'est-à-dire la capacité de vivre libre réellement et de devenir ce qu'on doit devenir chacun de nous. Chacun de nous doit devenir quelqu'un ou quelque chose. Il faut que toutes les conditions soient réunies pour que ce pays accouche de grands esprits et non pas de petits esprits, tel que c'est le cas en ce moment. Je vous remercie et à plus tard.